Que peut-on retenir de la COP 22? Les grandes conclusions sont à suivre sur le débat Fer croisé qui reçoit Didier Hubert Madafima. Peggy Ludovic Dagba. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Loris Frédé Davos, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. La COP 22, c'est bel et bien cette rencontre annuelle consacrée à la lutte contre les effets pervers des changements climatiques. Nous avons la chance d'avoir sur ce plateau un Béninois, de plus un journaliste qui se fait fort de participer à cette rencontre depuis quand même bien des années. Aujourd'hui, il est avec nous pour parler un peu des grandes conclusions de cette grande rencontre et savoir réellement quel sera le bien que des pays comme le Bénin pourraient tirer, j'allais dire, de ces rencontres. Didier Hubert Madafima, bonjour. Bonjour, chers confrères. J'ai envie de dire bonjour, doyen. Ah non, on est confrères. Merci d'être avec nous. C'est vraiment pas facile de vous avoir, mais on a réussi à vous avoir ce matin, vraiment. J'ai fait l'effort. Vraiment. Merci beaucoup. Et tous les téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM et d'NTV, vous en sauront gré. Alors, Maroc 2016, COP 22, qu'est-ce qu'on aura, qu'est-ce qu'on peut, que devrais-je dire, finalement, on a abouti à quoi? Maroc 2016, comme d'habitude, on a eu les grandes déclarations et les grandes intentions. C'est vrai que la COP 22 était attendue parce que c'est la première COP après l'accord de Paris sur le climat. Donc, si la COP à Paris, la COP 21 était considérée comme une COP de décision, certains ont estimé que la COP 22 devrait être la COP des actions. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que déjà, à partir de l'accord de Paris sur le climat, on a commencé par avoir un petit problème. Un petit problème parce que l'accord de Paris était prévu pour produire ses effets à partir de 2019. Il y a un groupe spécial de travail qui a été mis en place pour réfléchir à comment il faut mettre en œuvre l'accord de Paris sur le climat. Donc, tenant compte de ce qui s'est passé avec le protocole de Kyoto, qui est aussi un autre accord, mais qui est entré en vigueur près de 8 ans après, les gens ont estimé que, si on fait le calcul, au moins autour de 3 à 4 ans, l'accord de Paris pourrait entrer en vigueur. Malheureusement, l'accord est entré en vigueur plus tôt, 6 mois après. Eh bien, pourquoi malheureusement? Ça devrait être heureux. Ça devrait être heureux. Mais le groupe de travail à qui on a confié le travail de voir comment mettre en œuvre les modalités, les procédures, la transparence et tout ça là, n'a pas fini son travail avant que l'accord n'entre en vigueur. Donc ça a été... Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais... C'est les États qui ont été plus actifs, qui ont été plus... Oui, bon, on va dire, j'ai compris que dès que la Chine et les États-Unis ont ratifié l'accord, et tous les autres se sont dit, mais il vaut mieux le faire. Donc, il y a une certaine accélération. Puisqu'on est passé d'une vingtaine de pays à 1%, et en 2 mois, nous sommes allés jusqu'à 55%. C'est-à-dire ce qui est retenu pour que l'accord entre en vigueur. Donc les obstacles ont été, on va dire, donc il y a eu un petit problème, il y a eu une petite difficulté à partir de là. Parce que... mais ça ne devrait pas. Si on vous confie un travail à faire pendant 2 ans, et que brutalement on vous demande de raccourcir ce délai-là, et si vous n'étiez pas suffisamment préparé, ça peut être compliqué. Puisque les modalités et autres doivent être discutées entre pays développés et pays en voie de développement. Il doit y avoir une certaine harmonisation. Et vous savez, depuis 15 ans, on négocie, il n'y a jamais eu un consensus si ce n'est pas négocier, un point virgule, un petit point, où tout ça là, il faut négocier. Une phrase écrite, les gens vont discuter dessus pendant des jours. Donc,
il s'est trouvé que cet accord-là, que tout le monde a applaudi, son entrée en vigueur, tout le monde a applaudi, a failli avoir de petits problèmes là-bas parce que les gens, on a demandé aux gens d'accélérer. Bon, les discussions qui ont tourné autour, forcément, certains ont noté des insuffisances et autres. Donc, ça a pris tout le temps que ça a pris. Bon. Depuis Paris, il y avait un certain nombre ou bien depuis plusieurs années, il y avait un certain nombre de désaccords entre pays développés et pays d'autres. Par exemple, sur les questions de l'adaptation. Voilà, les pays développés pensent que c'est une question de souveraineté que les pays en voie de développement devaient prendre en charge eux-mêmes leur adaptation, ce que les autres ne veulent pas, parce qu'ils ne sont pas responsables des effets des gaz à effet de serre. Ils ne sont pas responsables du problème et on les oblige à être responsables de la solution. Donc, forcément, il faut mettre les moyens à leur disposition. Les pays développés ont dit non, nous finançons l'atténuation, mais on ne finance pas l'adaptation. Donc, voilà les petits problèmes sur lesquels les discussions ont porté. Moi, j'avais déjà vu dans cet accord de Paris sur le climat, je prévoyais ça, parce que je me disais que la rencontre de Marrakech va être un peu difficile, parce qu'il y avait des cases qui sont restées ouvertes, qu'on n'avait pas fermées à Paris. Et ça n'a pas manqué, parce que tous les pays en voie de développement savaient que les pays développés ne voulaient pas financer l'adaptation. Donc, la question... Mais pourquoi à Paris, on n'avait pas tenté quand même de résoudre ce problème? Mais il faut... À Paris, le gros problème, c'était d'avoir un accord. Juste un accord. Juste un accord sur le climat. Et les Français se sont donné les moyens d'avoir l'accord. Qu'il soit meilleur ou bon ou pas, ils se sont donné tous les moyens. Parce que toute l'humanité, on dira... Paris ne voulait pas connaître un échec. Un échec. Que l'accord le premier accord sur le climat, c'est à Paris. Les Français voulaient ça et ils se sont donné tous les moyens. Si vous constatez, on avait même dépassé le délai des négociations. Oui. C'était 2 jours après qu'on a eu l'accord. Donc, c'est sur le fil qu'on a eu l'accord. Donc, les gens ont discuté jusqu'à ce que ceux qui avaient quand même une certaine lucidité étaient déjà fatigués. Donc l'accord, on l'a eu au forceps. Donc il y a eu ces petits problèmes-là. Bon, il y a eu quand même des avancées. Hein. Les pays développés ont accepté de financer les plans nationaux d'adaptation et ils ont accepté financer les transferts de technologie. Bon, quand on dit accepter, c'est à discuter après, la modalité. Ils ont accepté aussi financer le renforcement des capacités, parce qu'il le faut. Ils ont accepté financer également les pertes et dommages en lien avec les effets des changements climatiques et autres. Mais les pays en voie de développement voulaient que les pays développés prennent des engagements clair. Long terme. Et les pays développés ont dit net. Ils ont déjà décidé de commencer par mettre dans une caisse à partir de 2020 100 milliards de dollars par an, que c'était suffisant. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais nous ne sommes qu'à 2016 ou 2017 bientôt. 2020. On s'extasie déjà de ce qui sera fait. Oui, mais bon, il faut comprendre. 2020, c'est une manière de dire laissez-nous faire jusqu'à 2020. Oui, mais en fait, c'est ça. À partir de 2020, on verra. Le problème, c'est quoi? C'est eux qui ont la bourse, c'est eux qui ont l'argent. Donc, ils décident de le faire quand ils le souhaitent. Mais s'il n'y a pas une mauvaise foi derrière, c'est pas une mauvaise foi des grandes puissances. Oui, il ne faut pas avoir peur des mots, c'est une mauvaise foi. Parce que quand vous regardez les pays comme le Bénin, ou bien si je prends tout le continent africain, notre pollution, c'est autour de 4%. Dans la pollution mondiale. Dans la pollution mondiale. Donc, si vous prenez le Bénin n'est pas un pays émetteur de gaz à effet de serre. Bon, il n'y a pas de condition zéro. Mais les autres, vous prenez les États-Unis, ils sont entre 20 et 24. Vous prenez la Chine, 20 et 25. C'est des gros pollueurs. Mais c'est eux qui ont créé le problème, qui nous imposent
ce qu'ils doivent faire. Les conditions. Mais puisque vous-même, vous acceptez, allez vous asseoir à table avec eux. Mais vous n'avez pas le choix. Pouvoir discuter avec eux. Mais si vous ne discutez pas. Vous savez que la balance n'est pas équilibrée. Mais si vous ne discutez pas. Qu'est-ce que les pays africains mettent dans la balance, par exemple, pour se faire entendre des pays développés? Oui, bon, la pression. Quelle serait la voie de pression possible que l'Afrique? Oui, mais si vous étiez à Paris, vous aurez su que les pays développés ont quand même certain nombre de ficelles sur lesquelles il faut tirer. Le problème, c'est que les autres sont peut-être, je ne dirais pas intelligents, mais ils savent que en négociant, en refusant, à un moment donné, les négociateurs peut-être sont fatigués et puis ils lâchent. Oui, en fait, c'est ça. Parce que le document peut arriver, ils peuvent s'entendre sur un document, le document peut partir. Vous savez, la réunion, surtout la conférence des partis, c'est fait en sorte que quand vous discutez, vous finissez de discuter, tout est réglé et tout, et à la plénière, un petit pays dit « je ne veux pas, c'est fini ». C'est l'échec. Tout est remis en cause. Tout est remis en cause. Tout est remis en cause. Donc, ils profitent de cette situation-là. Et comme c'est eux qui ont le nerf de la guerre, ils décident de donner quand ils sentent que c'est possible et non. Donc, il y a eu toute cette discussion, ils ont refusé de financer. Les pays en voie de développement ont demandé un financement spécifique pour l'agriculture. Les pays développés ont dit niet. Ils n'ont pas donné autre moyen pour financer l'agriculture. La seule chose qu'ils ont accepté, vous savez, dans le protocole de Kyoto, il a été créé ce qu'on appelle le fonds d'adaptation. Maintenant, les pays en voie de développement... Quand on parle de fonds d'adaptation, c'est quoi? C'est de l'argent à mettre à la disposition des pays comme le nôtre, les pays, les îles et autres, pour renforcer leur capacité à faire face aux effets du climat. Donc, le fonds d'adaptation était prévu dans le protocole de Kyoto. Donc, les pays en voie de développement ont demandé que ce fonds soit utilisé aussi dans l'accord de Paris. Ça a été de longues négociations, mais finalement, les pays en développement ont accepté. Mais les autres aspects, ils ont refusé. La diplomatie marocaine s'est mise en marche. Et ça n'a pas donné un résultat comme certains l'espéraient. Bon, quand vous parlez de bilan, il y a des bilans, hein. Chacun fait le bilan selon sa position. Donc les questions qui n'ont pas été réglées ont été renvoyées à la COP23. La COP23 qui aura lieu à Bonn, en Allemagne, en 2017. Mais pourquoi cette nécessité d'organiser chaque année cette conférence quand on sait que les actions, les décisions qui ont été prises ne subissent pas les actions qu'il faut dans le temps? Moi-même, j'ai déjà posé la question à quelqu'un, il m'a dit il faut discuter. C'est-à-dire que chaque année, l'essentiel, il faut discuter. Parce qu'en fait, le climat angoisse. Le climat angoisse. Oui, mais le climat angoisse, vous discutez, vous prenez des résolutions qui ne sont pas traduites dans les faits, alors. Bon, disons que on avance, que les gens avancent. On n'a pas le choix. Parce que si vous regardez aujourd'hui tout ce qui se passe par rapport au climat et à ses effets, c'est catastrophique. Ces derniers temps, je ne sais pas si vous l'avez constaté, vous voyez la chaleur que nous... à laquelle nous faisons face. Aussi qui surviennent vraiment n'importe comment. C'est le minimum, ça. Les autres pays, par exemple, il y a 2 ans, les Américains ont connu près de 1200 ouragans, séismes et tout. Donc, c'est pas que c'est les pays en voie de développement seuls qui sont frappés par les effets du climat. Non. La différence, c'est que les autres ont les moyens pour réparer lorsque ça arrive. Nous n'avons pas les moyens. Les pays en voie de développement n'ont pas les moyens. Donc, c'est là la différence. Mais ces autres dont vous parlez, enfin, les puissances, les pays développés, ne subissent pas seuls
les effets, les impacts négatifs de ce qu'ils créent. Oui. Ils savent, non? Ils savent. Dès qu'il y a... Est-ce que nous connaissons les ouragans et autres là ici? Les autres pays là connaissent ça, les pays développés connaissent ça. Mais eux, ils ont les moyens pour réparer. Si vous prenez les ouragans comme Katrina et autres, ceux qui ont les tornades et autres, tsunamis et autres, c'est que ces phénomènes climatiques sèment dans ces pays-là. Les gens, ils savent ça. Ils savent ça. Mais ils ont les moyens, chaque fois que ça passe, ou bien ça doit arriver, ils ont les techniques et autres pour avertir et mettre les populations à l'abri chaque fois que ça arrive. Donc, ils ont ces moyens-là. C'est la différence entre nous. Sinon, tout le monde ils subissent même plus les effets. Nous, pour l'instant, c'est les inondations. Et puis, la menace que la mer, un jour, avale toutes nos terres. Mais le vrai problème, c'est quand même l'agriculture chez nous, qui n'arrive plus à s'adapter à ces phénomènes-là. Oui. Il y a deux secteurs que je trouve assez importants. Oui, et menaçant, c'est le secteur de l'agriculture et le secteur des ressources en eau. Parce que si vous ne buvez pas pendant 2 jours, je ne sais pas, il n'y a rien à faire. Le secteur de l'agriculture, parce que c'est notre ventre, il faut manger aussi. Ce sont ces secteurs-là qui sont... Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. Ce sont ces secteurs-là qui sont suffisamment menacés et il faut réfléchir, sinon ça va être compliqué. Parce qu'aujourd'hui, le paysan, quand il ne connaît plus le calendrier agricole. Oui. Il y a un réel dysfonctionnement. Il y a un réel dysfonctionnement. Il attend la pluie, ça arrive tôt ou ça arrive tard, ou bien dès que ça arrive, il commence pas travailler, et paf, les pluies s'arrêtent. Et dès que elles reviennent, ce qu'il a semé est déjà pourri et puis il faut reprendre. Donc c'est un véritable... Et c'est ça que les Occidentaux, les pays développés refusent de soutenir. Oui, ils refusent de soutenir parce que c'est tellement, ils estiment que pour la question de l'agriculture, c'est une question de souveraineté. C'est pas qu'ils ne donnent pas l'argent. Il y a d'autres fonds, d'autres petits fonds qui sont là et qui permettent de... Mais le gros problème, c'est quoi? Ils peuvent mettre les fonds là et puis durcir les conditions d'accès. Aujourd'hui, les pays en développement, surtout comme le nôtre, n'ont pas les cadres qui ont cette capacité de rédiger des projets. Ils commencent pas à le faire, hein, rédiger des projets pour aller chercher ces fonds-là. Parce que dès que vous rédigez les projets pour aller chercher ces fonds, souvent, ces projets-là sont en anglais. Vous connaissez notre capacité à parler en anglais. Donc quand ça arrive, on n'a pas la chance d'être éligible. Donc, il y a de l'argent. Il y a de l'argent dans le climat. Aller le chercher, c'est ça qui pose problème. Parce qu'il faut des projets bancables. Il faut des projets sérieux, bien calibrés selon les critères. Bon, pour l'instant... Est-ce que des pays comme le Bénin ne peuvent-ils pas mettre en place un système, un mécanisme pour pouvoir postuler avec succès à ce genre de... Oui, ils le font. Mais le gros problème, c'est le problème de langue. Oui, mais on peut avoir des spécialistes. Hein, le Bénin peut disposer de gens formés en anglais et capables de vous êtes obligé d'aller chercher des gens capables de... Parce que dès que vous traduisez les informations en anglais, c'est pas comme... Quand vous êtes francophone, vous le faites, c'est pas comme les anglophones. Mais il y a des cabinets d'experts bien qui sont spécialisés là-dedans. Oui. Oui, mais nous sommes dans le domaine du climat. Je ne sais pas si vous le savez. C'est assez complexe. Donc, il n'y a pas de spécialistes vraiment formés en matière de climat, changement climatique. Il y a des gens qui sont formés en matière de ressortir les spécificités. Oui, bon. Il y a des gens qui sont formés. Il y a un renforcement de capacité qui se fait pour avoir des cadres rompus et autres. Mais maintenant, à l'heure où je vous parle, c'est pas spécifique au Bénin, c'est tous les pays en voie de développement. Moi, j'ai participé à une communication donnée par l'ancien ministre de l'Environnement, Luc Nyakadja. Mais la question est revenue au cours de cette communication où les Africains qui étaient dans la salle déploraient ça.
disait que les gens mettaient l'argent à leur disposition, mais créaient les conditions d'accès. Il y a le disement des conditions d'accès et puis il y a le problème de langue. Parce que quand vous êtes un francophone, vous finissez, vous envoyez, c'est des anglophones là-bas qui étudient une phrase en anglais, en français, et traduit en français ou en anglais, ça ne dit pas la même chose souvent. Donc si le monsieur qui est, lui, il est anglophone, il regarde la phrase et qu'il trouve que ça ne correspond pas à ce qu'il veut, il peut dire que votre projet ne marche pas. Ça n'exprime pas les réalités techniques. Ouais, c'est ça le problème. Et c'est quand même, bon, l'effort est en train d'être fait. Le Bénin a participé à cette COP de façon active. Il y a eu peut-être une cinquantaine de cadres dans tous les domaines, experts en climat, en finance et en adaptation et autres, experts scientifiques et autres qui ont participé aux différentes réunions. Le Bénin a fait des communications aussi pour montrer un certain nombre de secteurs qui sont touchés par les effets du climat et les stratégies qui sont mises en œuvre. Ce qui a été le point le plus intéressant, c'est les enfants béninois, les 3, qui ont participé à la COP pour leur première fois, à travers une association qu'on appelle l'association des tresseurs de côte. Ces enfants-là ont émerveillé le monde. Ils ont montré que, enfin, ils avaient des messages. Ils avaient des messages. C'était quoi leur tableau? Attirer l'attention. Dire aux aînés, dire à leur papa et à leur maman que ce qui se passe là, ça risque d'avoir des conséquences sur leur génération. Donc, ils avaient les messages et ils en ont profité à fond. Et ils ont parlé aux gens, que ce soit à travers dans les stands et autres. Ils ont rencontré Ségolène Royal et quelques responsables et autres. Ça a été assez intéressant. J'espère que à Cotonou, on va essayer de mettre en valeur ces enfants-là pour que nous puissions, pour que leur message puisse nous toucher aussi. On n'a pas entendu ces messages-là ici? Eh bien, ça finira. Ils vont prendre des dispositions. Parce que quand les enfants vont commencer par nous parler, je crois qu'il faut que ça se passe. On va commencer par nous-mêmes nous discipliner. Nous, on est déjà des mois. Le Bénin s'est proposé d'abriter un centre de recherche. Oui, un observatoire du climat. Bon, juste avant la COP, il y avait eu le directeur de l'ITA qui était allé voir le chef de l'État pour annoncer cette décision. Donc, le chef de l'État, quand il était à la COP 22, il a pris à bras le corps et il a proposé. Le projet, il a proposé dans la sous-région que le Bénin va abriter l'observatoire. En fait, vous savez, c'est nécessaire, puisque le climat aujourd'hui... Quel est l'intérêt d'un tel vous savez, centre? Avant de sortir de ma maison ce matin-là, je ne connais pas le temps qu'on aura au cours de la journée, alors que c'est nécessaire. C'est nécessaire. La météorologie. Il n'y avait pas une précision sur la météo. Sur la météo. Donc, je suis sorti comme ça, sans savoir ce que je vais rencontrer pendant toute la journée. S'il faut prévoir d'imperméables, s'il faut prévoir... Alors que dans les autres pays, ça se prévoit. Vous avez un tableau, vous savez ce qui va se passer au cours de la journée. Et c'est... à quelques minutes près, ça se passe. Le paysan qui veut produire veut connaître la température du sol avant de produire. Même le commerçant qui veut sortir veut savoir si au cours de la journée il y aura plus. Donc c'est devenu un intrant. Le temps est devenu, le climat est devenu un intrant. Donc il faut avoir les éléments, les outils nécessaires pour prévoir ça. Donc c'est nécessaire savoir quand est-ce que les pluies arrivent pour dire aux paysans attention, si vous ne récoltez pas tout de suite ce que vous avez semé, vous risquez de perdre ça. Et c'est nécessaire. Je crois que, comme le chef de l'État l'a dit, il va accompagner l'initiative pour que nous ayons, au moins au niveau de notre pays, cette capacité, cette possibilité-là. Et vous voyez que les autres ont accueilli comment cette annonce. Est-ce que le Bénin pourra vraiment se voir confier ce centre-là?
Non, c'est pas que le Bénin va se voir confier ce centre-là. C'est l'ITA est déjà dans la dynamique d'aider le Bénin à avoir ce centre. Donc, je ne suis pas dans les secrets des dieux. Dans les secrets des dieux, mais tel que j'ai écouté, je crois que c'est réglé. C'est réglé maintenant, il reste la mise en œuvre. Le gouvernement va accompagner, et puis ce centre-là va être fonctionnel. Mais la COP22 devait quand même appuyer cette initiative. Bon, c'est des initiatives qui sont appuyées. Vous regardez aujourd'hui sur vos portables et autres, vous avez le temps régulièrement. Oui. Vous savez ce que... Il y a des applications qui proposent... Oui, il y a un temps pluvieux ou un temps nuageux et tout. Donc, l'effort est en train d'être fait pour permettre à l'homme de se mettre un peu à l'abri contre le temps. Si on ne fait pas ça, Mais vous savez quand même que les Africains et les Béninois comptent sur Dieu. Nous, les prévisions, c'est pas trop notre affaire. Non, on sait que Dieu est là pour nous, le soleil se lève, la nuit va venir, et puis voilà. Faut pas réviser on s'organise aussi. Tranquillement. Voulez-vous faut pas réviser aussi cette identité. Parce que on a grandi avec ça. Donc, si on mélange les deux, ça peut nous aider à nous en sortir. Alors, on va quand même parler un peu de la grande conclusion de cette COP. Bon, est-ce qu'on peut parler de grande conclusion? Finalement, Maroc ou Marrakech 2016 aura abouti à quoi, concrètement? Il y a eu des décisions. Je vous ai parlé de ces décisions-là. Bon, il y a eu les déclarations. Il y a eu aussi de grandes intentions. Le problème, le gros problème, c'est de tout faire pour limiter les effets des gaz à effet de serre. Les gens se disent, si on peut faire l'effort pour être au niveau en dessous de 2 degrés, le réchauffement climatique, si on peut être en dessous de 2 degrés, par exemple 1,5, l'humanité peut s'en sortir. Mais si ça passe au-delà, ça va être... Mais pour ça, il faut bien que les grands pays puissent accepter de réduire leur production de gaz. C'est de gros enjeux économiques, comme vous le savez pas. Parce qu'aujourd'hui, les technologies que les pays ont utilisées jusqu'ici pour nous permettre d'avoir les verres que nous portons, toute cette technologie-là, il faut les changer. Et il faut changer, c'est de l'argent. C'est-à-dire que tout ce que les gens ont utilisé jusqu'à ce jour, depuis la révolution pré-industrielle jusqu'à ce jour, ce sont des technologies qui ne sont pas propres. Des technologies qui ont produit ces gaz à effet de serre. Donc il faut les changer. Donc ça fait de gros enjeux. En les changeant, soyez sûr que il y aura des métiers qui vont disparaître. Oui, ça fait de gros enjeux économiques. Donc eux aussi, ils regardent ce qui peut se faire, nous qui n'avons pas le même développement que aujourd'hui, on ne peut pas se développer comme il l'avait fait. On est obligé de nous adapter, d'avoir des technologies propres et aller chercher ces technologies propres-là. C'est de l'argent. Parce que c'est eux qui fabriquent encore ces technologies-là. Donc vous voyez, nous sommes dans un engrenage. Dans un engrenage assez terrible. Donc, c'est de gros enjeux. Ils doivent faire toutes les gymnastiques qu'il faut au fur et à mesure, si ça peut permettre. Mais l'essentiel, c'est les énergies fossiles. Le gaz, le pétrole et tout ce que vous voulez, que les gens sont obligés d'aller chercher sous la terre. À Paris, les gens ont estimé qu'il faut laisser au moins sous le sol les 90% de ces énergies-là. Parce qu'à force de les exploiter, la situation va être ingérable. Donc, la promotion des énergies renouvelables, par exemple, il y a des pays qui font ces efforts. Vous allez au Maroc, c'est terrible. Vous allez en Éthiopie, les gens font des efforts. En Éthiopie, ils sont à plus de 80% d'autonomie en matière d'énergie. Ils n'utilisent plus les fossiles. Ils utilisent les énergies. Au Maroc aussi. Je crois que
c'est cet effort-là que chaque pays, enfin, dans chaque domaine, il va falloir faire des efforts. Et le soleil, par exemple. Oui, Vous avez parlé tout à l'heure du réchauffement, mais nous avons le soleil à profusion, mais ça ne sert à rien. Ah non, mais pour capter ce soleil-là, c'est pas aussi si facile. Parce qu'il faut mettre en place des stratégies et autres. Sinon, nous avons effectivement le soleil à profusion. Mais, moi, je connais un Béninois qui travaille, par exemple, à BMW, qui, ma foi, a la technologie solaire et aurait pu implanter quelque chose au Bénin pour permettre vraiment une bonne exploitation du soleil. Mais malheureusement, jusqu'à présent, c'est un vœu pieux. Non, le problème, c'est quoi? C'est que c'est un domaine récent. Je crois que hier ou avant-hier, il y a eu un séminaire, je crois, à Boycon autour de cette question d'énergie. Donc, peu à peu... On va y arriver. On va y arriver. Si on n'arrive pas, c'est couper là sous lequel nous sommes assis. On va tomber. Donc, il y a des efforts à faire dans chaque domaine pour nous permettre de supporter les effets du climat. Si on ne fait pas ces efforts-là, ça va être compliqué de jour en jour. Tant que nous ne nous mettons pas dans la position que à chaque niveau, nous devons faire des efforts, l'inaction va coûter plus cher. Et ce sera difficile vraiment de sera s'en sortir. Très difficile. Très difficile. C'est pour ça que quand j'entendais des gens qui font beaucoup de bruit par rapport à l'opération de déguerpissement, j'ai dit les gens ne comprennent rien. Les gens ne comprennent rien parce que on a besoin de ces actions-là. Dégager tous ceux qui peut-être occupent le lit le lit de l'eau, ceux qui empêchent l'air de circuler et tout. On a besoin de l'espace. Si vous arrivez à... Je ne sais pas si, comme vous êtes sur Facebook, je ne sais pas si vous êtes ami avec le ministre Luc Yankadja. Quand on est revenu, il a fait un post, il dit les maires, parce qu'il y avait les maires là-bas, il y avait les maires à la COP22, il y avait les députés. Il dit les maires qui sont allés à la COP22 ont vu quand même Marrakech avec des espaces verts et tout. Donc ils feront l'effort pour que dans leur communauté, qu'ils arrivent à installer ces choses-là. Parce que sans ces choses-là, vous dites que vous êtes en train de mourir un peu tous les jours. Mais au même moment, le déguerpissement pour embellir la ville avale quand même quelques arbres. Oui. Non, le problème c'est quoi? C'est que si sur le trottoir, si la position... Normalement, là, on ne doit pas toucher aux arbres. Normalement. Parce qu'aujourd'hui, il y a une technique où, quand vous voulez faire un aménagement, vous pouvez sortir l'arbre de son milieu. Vous finissez votre aménagement, vous le ramenez à sa place. Il y a une technologie aujourd'hui pour ça. Oui. Aujourd'hui? Oui. Il y a une technologie aussi. Et l'arbre continue tant que... Oui. Vous déplacez l'arbre, vous allez déposer ça quelque part, vous faites votre aménagement, vous ramenez. Je crois que ce sont des choses que nous devons commencer par faire. Et éviter de... On n'a pas assez d'arbres à Cotonou. On n'a pas une niche écologique. Les niches que nous avons, les gens ont tout coupé. Vous connaissez le champ de foire. Il y avait de gros manguiers là, on a coupé. Et ce que on nous a proposé à la place, ça ne vaut rien. Donc il faut raser ces choses-là et installer des espaces verts. En fait, ces espaces verts-là permettent d'apurer l'air. La photosynthèse. La photosynthèse et autres, ça permet d'apurer l'air. On n'aura pas cette pollution-là. Surtout que nous n'avons pas de voies pour mieux circuler. On n'aura pas cette pollution-là, ce niveau de pollution-là. Didier Hubert Malafimin, journaliste spécialiste des questions de l'environnement à la Radio Nationale. Merci. Est-ce que vous avez un dernier mot pour conclure ce débat? Oui, ce que je vais dire, c'est que l'effort doit être individuel et en même temps collectif. Moi, certains pensent que c'est les autorités, c'est elles qui vont tout faire. C'est faux. Dans notre quotidien. Je vous donne juste un exemple. À Marrakech, j'étais dans un taxi où j'ai fini de manger mon sandwich et on m'a mis le sandwich dans un sac. Eux, ils n'utilisent pas les plastiques dans un
Sac recyclable. Oui, dans un sac recyclable. Et quand j'ai fini, automatiquement, j'ai fini, le chauffeur m'a tendu la main. Et il a pris les déchets, il a déposé. Ensuite, il y avait le papier avec lequel j'essuyais ma main. Il m'a demandé aussi le papier. Et après, il me dit, Marrakech, c'est 100% propre. Waouh. Quand on dit ça, j'ai dit, bon, voilà un exemple. Donc, si un chauffeur de taxi peut avoir... Si sensibilisé. Si sensibilisé, c'est fini. Si chez nous, on peut être sensibilisé à ce niveau-là, on ne peut pas déposer les déchets n'importe où. Dans ce pays, il y a de caméras cachées et le chauffeur sait que si le déchet provient de son taxi, il sait ce qu'il attend. Non, il n'y a pas. Quoi, il n'y a pas de caméra cachée. À Accra, tout près là, vous voyez. Vous êtes allé à Accra, non? Non, en fait, c'est une question de sensibilisation. Il y a un travail à faire. Et ce que les gens ne savent pas, moi je dis on a un niveau de décentralisation qui nous permet de régler ce problème-là. Il suffit seulement, vous allez dans votre cas, il y a un chef quartier, il y a un chef village, jusqu'au... Si on arrive à faire comprendre à cette chaîne-là, à chaque, que leur travail c'est d'aider à régler ce genre de questions. Obliger les gens à s'abonner, obliger les gens à ne pas déposer les déchets partout. Si on réussit, le chef quartier, il sait ceux qui sont dans son quartier, il sait ceux qui ont de mauvais comportements, il sait ceux qui ont de... il peut agir dessus. Merci. Et changer le système. Est-ce que vous savez par exemple que dans la ville de Cotonou, on n'a pas de poubelles publiques? Non, c'est pas normal. Basique. C'est pas normal. Parce que si on a des poubelles, on a des ONG de collecte des exiger, on pourra exiger des populations d'aller est-ce déposer que dans ces poubelles-là. il paraît que le Cotonou produit 1000 tonnes de déchets par jour et c'est à peu près 400 tonnes qui sont gérées tous les jours. Donc le reste c'est où? C'est dans la nature. C'est dans la nature. Merci Didier Hubert Madafimin, merci fidèles amis, merci à vous Peggy, Ludovic Dagba. Rendez-vous demain pour le même exercice, n'est-ce pas? C'est sûr, très sûr.